On est à la moitié d'un été brûlant et aride. À la moindre étincelle, la végétation ne demande qu'à s'embraser. La zone méditerranéenne est toujours soumise à rude épreuve l'été, mais cette année se révèle particulièrement destructrice. Les alertes se succèdent et les soldats du feu enchaînent les nuits blanches. Matériel de surveillance high-tech, opérations tactiques contre le feu, mais aussi de la bravoure et de la sueur. Les équipes sont maintenant parfaitement rodées pour intervenir sur les feux de forêt. Comme si l'imprudence ne suffisait pas, des incendiaires ont allumé des feux pour brûler des forêts. Des maisons ont été détruites et des pompiers ont été gravement blessés. L'état-major doit faire appel à des colonnes de renfort depuis la France entière. C'est le quotidien du SDIS 13, le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, qui fait face à un afflux massif de touristes en pleine saison des feux. En alerte H24 avec les sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, le Mistral souffle. Et l'été, c'est souvent synonyme de catastrophe incendiaire. Depuis ce matin, 3 incendies ont déjà ravagé 715 hectares à proximité des réserves de pétrole de Fos-sur-Mer, obligeant à arroser les cuves pour les protéger. Une centaine de pompiers est sur place. La journée est déjà assez compliquée pour les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône. C'est compté sans le 310e incendie de l'année qui va les pousser à bout. Il est 15h09. Une vigie repère une fumée suspecte. L'alerte est confirmée par une caméra thermique de surveillance qui localise un départ de feu entre le plateau de l'Arbois et l'autoroute A7 qui dessert Marseille. À 15h15, 6 minutes après l'alerte, les pompiers interviennent. Mais il est déjà trop tard. En quelques minutes, démarre ce qui sera le plus grand feu de la décennie, allumé par un simple mégot de cigarette. Cet incendie menace Marseille et ses banlieues. Le Grand Marseille, c'est 1,5 million d'habitants. C'est le centre névralgique de la région PACA, avec ses autoroutes, son aéroport, ses gares TGV. À la périphérie, de grands massifs forestiers parsemés d'habitations vont constituer le terrain de jeu idéal pour le feu. Comme chaque année, dès le début de la saison du feu, les pompiers ont fait venir des renforts de départements moins menacés. Mais aujourd'hui, ce ne sera pas suffisant, car le feu de Fos-sur-Mer et d'autres incendies ont déjà largement puisé dans les effectifs disponibles. Le colonel Grégory Allione, le directeur des pompiers des Bouches-du-Rhône, le SDIS 13, est aux commandes. La situation est tellement grave que le colonel en personne prend la direction des opérations de lutte. Jean-Pierre, Bernard, oui, tout le monde, prends le commandement des opérations de secours, ok? Allez. Et par cette déclaration, c'est avec ces hommes sur le terrain qu'il va s'engager pour combattre le feu. Prendre le commandement est un acte fort. C'est s'exposer en première ligne. C'est prendre ces hommes et leur dire « suivez-moi ». Pour un directeur départemental, d'assumer cette fonction de commandant des opérations de secours, on s'expose durablement. L'acte de commandement va être fondateur d'une relation avec le corps départemental ou pas. Donc c'est un gros risque. Mais ça doit se prendre aussi. Les avions bombardiers d'eau interviennent aussitôt. Les Canadair, mais aussi les Tracker et le Dash 8. Du retardant sur le flanc droit, je veux éviter qu'il s'élargisse et qu'il parte sur Vitrolles. Deux actions menées à ce stade. J'ai fait larguer les trackers et le dash sur le secteur droit pour éviter qu'ils s'élargissent trop sur la partie droite. Tu sais qu'ils me tapent le Vitrolles. 13, tracker 11. Chaque type d'avion se voit confier une mission précise. Oui, on va larguer ça sur le Rogat. Dash et Tracker larguent du produit retardant sur le flanc droit pour ralentir la progression des flammes vers les premières maisons de Vitrolles. Tandis que les Canadair, eux, pilonnent le flanc gauche du feu pour diminuer son intensité. J'en suis là. Le groupe retardant, il a des actions pas encore. Pas encore, mais ça on va l'utiliser et c'est toi qui vas commencer à nous faire des propositions. Et oui. Il faut qu'on se trouve un endroit d'opportunité, qu'on essaie tant bien que mal de se le serrer et quand on peut y taper dedans, on y tape dedans. Ça va. La tactique du colonel Allione, c'est de canaliser le feu, puis de diminuer peu à peu sa largeur. Une fois le front des flammes réduit, il aura perdu de sa force. Les pompiers pourront alors tout bonnement lui barrer la route. Je prends le commandement de l'opération de secours.
Je prends le commandement de l'opération de secours sur le feu de Rognac. Le feu de Rognac. Pour le colonel, c'est qui tout double. En cas d'accident, il porte une responsabilité vis-à-vis de la population et des pouvoirs publics. Le feu dit de Rognac continue sa propagation sur le plateau de Vitrolles. Ça, c'est donc qui fait des sautes assez impressionnantes de plusieurs centaines de mètres que les Canadiens essayent d'arrêter mais ils n'y arrivent pas. La langue droite, elle est poussée par le vent actuellement. Je pense qu'il va nous sauter. Un officier de sapeurs-pompiers, lorsqu'il est sur opération, il a quelques secondes pour décider. Un chef de groupe qui engage ses personnels, il a quelques secondes pour se dire « Est-ce que mon environnement est suffisamment clair pour que je les engage ?» On sait beaucoup de choses par rapport à un environnement et à une expérience, mais est-ce que, en une fraction de seconde, lorsque sur un feu de forêt on doit prendre une décision, on est en capacité de tout savoir? Afin de pouvoir prendre les décisions tactiques qui s'imposent, le colonel a besoin de connaître la situation minute après minute. Il est aidé par Horus 13, un avion d'aérosurveillance qui vole au-dessus du théâtre des opérations. On est à l'ouest de Whisky Tango, on souhaiterait procéder vers... Horus envoie des images en continu et établit les cartes de progression de l'incendie. À bord, un pompier fait le lien entre l'équipage et l'état-major. Aujourd'hui, c'est le commandant Fabrice Mossé qui guide l'aéronef. C'est reçu, on est parti depuis l'origine du feu et nous remontons le flanc droit. Bien reçu pour le Papa Charlie. Est-ce que vous avez une mission particulière? Oui, donc reçu, forêt claire, nous demandons un tour du feu et puis recherche des points chauds. Horus est un avion doté d'appareillage militaire de surveillance. Il peut filmer un pompier à 5000 mètres. Des caméras infrarouges, gyrostabilisées, lui permettent de détecter le moindre point chaud, de jour comme de nuit. La caméra embarquée qui est située à l'extérieur est constituée de 3 objectifs qui filment soit en plan large, soit en plan rapproché, aussi bien en visible qu'en infrarouge. On peut voir les flammes ou on peut voir les endroits où le feu est susceptible de couver. Et c'est grâce à ces indications que les poussoles peuvent être guidées. Je me situe au niveau du radar Vitrolles. J'envoie le CCF 115 Vitrolles qui vient de se présenter à l'avant. Je l'envoie sur le secteur Le Pouchon, sur la R114. Ce 10 août, la végétation est tellement inflammable, le vent est tellement violent, le feu a tellement d'énergie que les pompiers vont être balayés. La sécheresse fait rage depuis l'hiver, il n'a pas plu, donc on est dans une vraie difficulté avec une végétation qui est prête à s'embraser. Ça, c'est la première des difficultés. La deuxième, c'est que le vent est très violent au cours de l'après-midi avec des pointes à 100 km/h. Issu d'un anticyclone en Atlantique, un vent de nord-ouest traverse la France pour être aspiré par une dépression située au nord de l'Italie. Au passage étroit entre Alpes et Massif central, le vent sèche et accélère encore. Et c'est un fort Mistral qui vient déferler sur les Bouches-du-Rhône. Le colonel Allione, en tant que commandant des opérations de secours, reçoit le nom de code COS Lancelot 13. Il embarque sur l'hélicoptère Dragon pour faire le tour du chantier et guider les norias de Pélican, les Canadaires. Codis Horus, zoom sur quoi? Au radar, là. Première opération, il faut protéger un point sensible. Le radar qui guide le trafic sur l'aéroport de Marseille-Provence et ses 23 000 passagers quotidiens. Dragon s'immobilise en vol stationnaire. Le nez de l'appareil désigne l'endroit exact où les pélicans doivent larguer leur charge d'eau. Le vol est compliqué. L'air brûlant porte moins les avions et les turbulences les plaquent au sol. Mais tout l'hiver, les pilotes se sont entraînés pour anticiper ces conditions difficiles. T'as vu, 3 à 4 jours de Mistral, c'est sûr qu'on va se faire bouger, quoi. T'as vu l'eau comme elle a reculé? On a largué quasiment à la fin de la table. Et l'eau, elle est pile poil au milieu dessus. Donc. En tracker leader, vous avez un Milan et les 2 Pélicans. Reçu? Oui, reçu. Premier largage un peu court. L'eau est soufflée au-dessus de la falaise et peine à atteindre sa cible. Dragon ajuste sa position de quelques mètres. Avec les 100 km/h de vent, on va larguer le plus tard possible et la charge reviendra sur le feu avec le vent. Les pélicans doivent larguer après la falaise et c'est le vent qui ramène la charge d'eau sur la cible. Tu l'imagines, tu vois l'eau qui sort et ouf, qui recule. Tu as cette image-là dans la tête, ça t'aide toi à te projeter. Et si bien que des fois, tu vas vraiment larguer, tu passes limite l'endroit où tu largues, et la charge, elle recule dessus, quoi.
Premier objectif atteint pour le colonel Allione. Les flammes ont été déviées du radar. En revanche, sur le plateau de l'Arbois, c'est moins brillant. Ce plateau est le cauchemar des pompiers. Peu accessible, battu par les vents, il est ravagé régulièrement par les incendies et le feu s'y propage à toute vitesse. Vas-y à pied même. Et les choses se compliquent encore, car en plus de Martigues et Fos-sur-Mer, de nombreux incendies s'allument dans la région et ce n'est pas sans conséquence pour le colonel Allione. Il nous retire les deux pélicans pour départ de feu dans le département du Var. Les avions bombardiers d'eau sont des moyens nationaux qui n'appartiennent pas aux pompiers mais à la sécurité civile. Ponctuellement, ils sont mis à la disposition des pompiers dans n'importe quelle région de France. Aujourd'hui, il faut les laisser partir dans le Var. Le feu de Rognac menace des zones très urbanisées. Sur son flanc droit, la zone résidentielle et commerciale de Vitrolles. Sur le flanc gauche, la ligne TGV Paris-Marseille et ses 50 000 voyageurs quotidiens. Droit devant, Marseille. Dans le parti gauche, il se développe de manière libre sur le plateau de l'Arbois. C'est un feu qui surprend, éruptif, et qui a des développements vraiment exponentiels et vraiment de dimension particulière. À l'avant de ce genre de feu, le rayonnement thermique peut dégager jusqu'à 1 gigawatt. C'est l'énergie d'un réacteur de centrale nucléaire. Les pompiers savent qu'il est inutile de tenter de s'interposer. On arrive sur le plateau et le feu est déjà sur le plateau, il va très très vite. On ne peut pas se positionner à l'avant de ce feu tellement il va vite. Ce serait prendre d'énormes risques que de se mettre face à ce front de flammes qui atteint parfois les 1000 degrés. C'est un feu qui est inattaquable de face. Il n'y a d'autre solution que de laisser l'incendie traverser le plateau de l'Arbois. Le colonel Allione le fait encadrer à droite et à gauche pour protéger les habitations, tout en réduisant la largeur du front de flamme, heure après heure. En bon tacticien, il sait qu'il faut parfois perdre avant de gagner. Laisser certains endroits brûler pour mieux concentrer les forces. Enfin, lorsque le feu a été affaibli, une position solide, bien alimentée en eau, permettra de l'arrêter. Au bout du plateau, la voie rapide D9 barre la route du feu. La ligne d'appui sera installée là. C'est l'endroit parfait pour donner le coup de grâce. Le 13 de Malek, je vous demande la fermeture de la D9. L'incendie va venir s'éteindre sur les 50 mètres de largeur de bitume. Le colonel Skilari est à la manœuvre. Oui, on vient d'arriver là sur la D9 avec les véhicules, mais avec la circulation, on est très embêté. La route n'est pas encore coupée. Je vous demande confirmation de la D9. 17h30. Dragon, en vol stationnaire, guide à nouveau le largage des pélicans qui ont pour mission de réduire la virulence du front de flamme. Elle prenne la D9, elle pas interdit, elle remonte parce que c'est échappé là. 18h. Le feu de Rognac n'a plus rien d'une menace lointaine cantonnée au fond des bois. Sur la D9, il charge la ligne d'appui des pompiers, précédée d'un nuage de brandons enflammés. On a une fine tentative de ligne d'appui, mais on est face au Mistral. Le jet des lances est cassé pratiquement. On peut envoyer la lance qu'à 5-6 mètres, alors que théoriquement, on devrait l'envoyer à 30 ou 40 mètres. On a énormément de difficultés à tenir la position. Actuellement, le feu de Rognac est en évolution libre. Je n'ai aucun moyen au contact si ce n'est sur la partie arrière droite. Les pompiers ont beau arrêter les flammes au sol, ils sont survolés de haut par un nuage de braise qui se répand de l'autre côté de la route. Ah ben les étincelles et le brandon, ils commencent à sauter la route et ça va s'embraser derrière. Il va nous sauter la D9, il va partir dans les maisons et direction camp de campagne. Et les pins de l'autre côté commencent à prendre feu. Je crains sincèrement pour les pins de Mirabeau. On va rapidement demander des renforts sur les pins. Allez les gars, on demande des moyens terrestres et aériens. Le feu vient de sauter la D9. La situation là est intenable. On va être obligé de se replier là. Il va falloir sans doute déployer le dispositif ailleurs. On se replie, on a vu personne sur le chemin. On a croisé la VLCG 22. Ce moment précis marque un tournant dans le déroulement de l'incendie. La charge des buffles s'est métamorphosée en hydre. Dès qu'on lui coupe une tête, il en sort une autre. Le feu commence à se propager à l'intérieur du lotissement. Dès que vous avez des moyens d'incendie, vous les envoyez. C'est un feu en mouvement. C'est de la guérilla urbaine. C'est comme à l'armée. Il passe de jardin à jardin. Le feu est dans les maisons à l'avant gauche,
sous la ligne haute tension RTE. Le feu a enfoncé les défenses et se répand dans les quartiers résidentiels. Côté refus, côté avant gauche, il y a vraiment des soucis. Il y a une maison qui est menacée. Le feu est en train de gagner la R211. Tous les moyens sont mis à contribution, même ceux qui semblent les plus dérisoires. Les zones périurbaines boisées sont autant d'interfaces ville-forêt. Un milieu hybride qui complique encore la tâche des pompiers. Le feu de forêt, c'est pas non plus qu'un mur de feu. C'est souvent des petits feux qui se déplacent assez sournoisement. Et d'avoir de la rapidité de déplacement, c'est hyper efficace en feu de forêt. Mettre des équipages là-dedans, sans gros camions, sans gros moyens et sans pléthore de personnel, c'est aussi gagner de la ressource. Pour cela, il faut se déplacer très rapidement. Et le gros camion ne sert à rien. Nous avons réfléchi sur la façon de pouvoir travailler là-dessus, surtout en zone périurbaine, ce qui est fréquent dans les Bouches-du-Rhône. Il nous faut des petits véhicules, des pick-up. Pick-up avec des motopompes. On s'appuie sur les piscines des résidents. Et avec 2 personnes, simplement, nous réussissons... On ne va pas arrêter le feu, on va le dévier, le feu. La maison ne brûlera pas. C'est l'essentiel. On rassure les personnes, on sauve les animaux, on met les gens à l'abri. Pour appliquer cette nouvelle stratégie, les pompiers peuvent aussi compter sur les comités communaux feux de forêt, qui viennent les épauler avec leur flotte de véhicules légers. Mais les nombreuses maisons à protéger mobilisent énormément d'effectifs. Elles ralentissent les pompiers dans leur lutte pour arrêter le feu. Les gens qui évacuent, ils nous ferment le portail. Ce sont des portails électriques, on ne peut plus les enfoncer. C'est très compliqué d'avancer, de protéger et d'éteindre le feu. Donc notre principal souci, protéger les maisons. Ça brûle par au-dessus, ça rentre dans la terre. Les habitants s'organisent pour aider les pompiers et défendre leurs maisons pied à pied. Mais les réseaux d'eau sont tellement sollicités qu'il n'y a plus guère de pression. Impossible de contrôler tous les foyers. Pour ceux dont la maison va être détruite, cette attente est impardonnable. La difficulté de ce feu aussi, elle est sur le flanc droit. C'est un feu qui consomme énormément de moyens pour les mettre dans les maisons. Effectivement, il n'y a pas un camion pour une maison, parce que c'est impossible. Sur le chemin, j'ai pu apercevoir déjà 2 villas en feu, totalement. Le feu est maintenant tellement dispersé qu'il n'y a plus assez de pompiers. Heure après heure, des colonnes de renfort viennent de la France entière, mais les camions roulent lentement et elles arrivent au compte-gouttes. Bien aussi pour le Petit 13. On a les 2 colonnes extra-départementales qui devraient arriver sur zone rapidement. Lancelot 13 de Skilary, je poursuis ma reconnaissance afin de m'en rendre compte s'il n'y a personne dans les maisons. Je vous tiens au courant. Pour continuer sa reconnaissance, Jean-Pierre Skilary reçoit l'aide d'un habitant du quartier. Je fais maison par maison. Je regarde s'il y a du monde qui est à l'intérieur. Visibilité environ à 20 mètres. Toutes les personnes ont été évacuées sauf une personne qui est en danger de mort actuellement. Cette personne a refusé de dégager, elle s'est cachée, on essaye de la trouver. Terminé. Très souvent, les personnes âgées refusent d'évacuer. Il faut les prendre pratiquement de force. Ils sont d'énormes risques. D'abord, asphyxie, mais il peut y avoir des malaises cardiaques. Quelquefois, on a des difficultés à les rentrer dans les véhicules parce qu'ils ont un handicap à la jambe ou autre. Donc, on comprend qu'ils ne veulent pas quitter leur bien, mais c'est nécessaire parce qu'ils risquent leur vie. Situation critique au niveau du secteur droit. Le feu est redescendu du plateau. Il est 19h30. Le feu dure depuis 4 heures. Un nouveau défi attend le colonel à Lyon et les pompiers. Le vent, dont la direction était stable, vire légèrement au nord. Et en 15 minutes, le feu, jusque-là très longiligne, commence à enfler sur son flanc droit et descendre vers le sud, vers les champs, les zones industrielles et les centres commerciaux. Ces lieux qui nous sont si familiers paraissent tout à coup bien précaires. Le Mistral emporte les braises à des centaines de mètres. Elles enjambent l'autoroute et incendient une concession automobile de camions. Les véhicules ajoutent leurs colonnes de fumée noire à un air déjà irrespirable. Ça, ce sont des serres qui brûlent. Il y a un grand champ avec des serres. Si jamais ça part là, ça va tomber sur les maisons qui sont côté sud. Horus 13 signale le feu, mais tous les camions et les moyens aériens sont pris sur d'autres secteurs ou d'autres incendies. Et il va y avoir de la casse inévitablement. Ouais, je sais. Serrons les dents, j'essaie de te mettre le maximum dès que j'ai quelque chose. Et on va continuer à faire taper les avions dès qu'ils peuvent. Le sujet, c'est la fumée aussi avec les avions.
Pour éviter une catastrophe sur le flanc droit, le colonel Allione fait le forcing auprès de la sécurité civile pour récupérer des avions. Je redemande l'ensemble des moyens aériens disponibles au profit du feu de Rognac. S'il nous échappe sur son flanc droit en tête, il va aller sur Marseille. Reçu. Les agriculteurs défendent leurs serres comme ils peuvent pour tenir jusqu'à l'arrivée des pompiers. 20 heures. Les hélicoptères qui ont des cartes de tous les points d'eau viennent se ravitailler dans le bassin d'une résidence et interviennent les premiers. Oui, Pénisseuse, c'est pour une route pour le feu de Pénisseuse. Nous avons identifié un départ de feu sur Cotoux en bordure de l'autoroute. Puis c'est le tour des Canadair qui sont à nouveau disponibles. Pénisseuse, Pénican, 45 km, rebonjour. Bordure de l'autoroute, vous avez des moyens dessus? On largage, on dirait. Derrière les serres, une colline constitue un point stratégique pour les pompiers. Si le feu réussit à passer, il aura une deuxième voie entièrement libre pour attaquer Marseille par l'ouest. Il ne reste plus que 30 minutes aux avions avant de rentrer à la base pour la nuit. Pendant qu'ils tapent sur le feu, il faut empêcher le flanc droit de s'étaler, puis contourner les flammes pour leur barrer la route avant qu'elles n'atteignent la crête. Un premier camion a pu enfin se libérer. Son équipage passe à l'action. Il y a des moyens aériens de suite. À gauche, à gauche. Traite-le vite ici, après on reprend à droite. Passe. Allez, prends-le là. Regarde, il est trop mou là. Allez, oh. N'attaquez pas en haut si c'est pas couvert derrière. Revenez là, oh. On a énormément de difficultés à tenir la position. Tape-moi ici, là. Avancez, allez les gars, marchez un peu là, oh. Allez, tape là. Allez, viens, on le tire un peu. Cadiz 13, le tracker 22. Tracker, mettez le but. On va larguer. On est en évolution libre, là, complètement sur le flanc droit du feu. Mais dans la pente, le feu accélère. Pour le dépasser, les pompiers déploient toutes les réserves de tuyaux du camion. 2 tuyaux. On prolonge de 2. Dépêche-toi. Au rapport là, Mista, donne-moi le. Le test pour tous les chefs de secteur. Les avions vont commencer à rentrer. L'incendie va tellement vite que les pompiers le suivent et n'ont pas le temps de le devancer pour l'arrêter. Alors, rentre là, allez, cours, vite là. Ouvre. Ouais, donc Icar vient de me transmettre coucher du soleil aéronautique, donc dernier passage des Canadair et les trackers rentrent, donc plus d'avions d'ici 5 minutes sur le chantier. Aéro bien reçu. Avions et hélicos doivent se poser. Ce serait suicidaire pour eux de voler dans le noir au ras des lignes électriques. Les pompiers au sol sont maintenant seuls face au monstre. Bon les gars, je sais que vous êtes fatigués là, allez. On se fait la dernière attaque là, allez. Ouvre. Les flammes ont encore creusé leur avance. Le flanc droit a été contenu, mais le feu arrive le premier au sommet de la colline. De là-haut, l'incendie aidé par le Mistral peut sans peine bombarder la vallée de Braise et allumer encore et encore de nouveaux foyers. La crainte du colonel Allione se vérifie. Le feu s'est ouvert une deuxième voie vers Marseille. L'incendie est complètement émietté sur la commune des Pennes-Mirabeau qui touche Marseille. Les pompiers défendent les maisons et subissent le feu en attendant l'occasion de l'arrêter. En reconnaissance sur la ville des Pennes-Mirabeau, je vous signale que le feu est dans la ville. Heure après heure, leurs effectifs se renforcent. Mais le Mistral ne donne pas encore de signe d'essoufflement. Les moyens. Oui. Combien de colonnes on attend là? Appelle le Locodis qui nous disent exactement les colonnes, à quelle heure elles arrivent, etc. On va faire le dispatching sur les deux feux là. Ouais, je t'envoie la colonne 0405. 0405 qui vont arriver vers toi et te contactent sur la 712. Bien reçu, donc. Les colonnes extérieures, au fur et à mesure de leur arrivée, viennent prendre leur ordre de mission au PC, puis s'en vont rejoindre leur affectation sur l'un des nombreux foyers. Les riverains ont été évacués dans un centre municipal. De là, ils peuvent voir leur quartier attaqué par les flammes. Le problème, c'est qu'on a des alertes de tous les côtés avec des enjeux, alors ça peut trop donner de tête. L'école primaire qui a brûlé, 300 mètres carrés à peu près. On a un restaurant qui a été détruit, le feu va arriver et ça va faire mal. Les secouristes bénévoles, démunis pour soigner les malades en traitement, doivent appeler les médecins traitants, faire ouvrir des pharmacies,
organisaient des évacuations vers les hôpitaux. On se soutient, on se donne des nouvelles et on rassure les proches qui voient l'incendie à la télévision. Déchaîné après 10 ans de silence, le feu va s'en prendre aux pompiers. C'est un feu qui va finir à Marseille. On a de nombreux véhicules de particuliers détruits et des véhicules des secours endommagés également. Dans la ligne de mire de l'incendie, la caserne des Pennes Mirabeau. À 2 h du matin, Grégory Allione vient soutenir les troupes qui attendent l'arrivée des flammes. La particularité d'un feu comme celui-ci, le feu de Rognac, c'est qu'il s'est développé d'une manière très virulente. C'est un feu qui nous a rappelé les années sombres, les années 90, les années 2003. Et lorsqu'un feu partait, il devenait presque incontrôlable. Et parfois, on ne peut plus y aller parce qu'il a bondi tellement sauvagement qu'il devient trop important, trop virulent, et qu'on mettrait en péril les sauveteurs pour pouvoir l'éteindre. Un groupe envisage de traverser l'incendie pour aller secourir un quartier en mauvaise posture. Malgré l'enthousiasme de ces hommes, le chef de groupe n'a aucune confiance dans ce petit raccourci qui a tout du piège mortel. D'autant que la commande de l'un des 2 canons à eau est bloquée, ce qui pose un gros problème de sécurité au convoi. Alors on va se retrouver avec un canon là, donc tu peux plus rien faire. Au manuel, il marche. Ouais, mais le problème c'est qu'au manuel on peut pas se permettre, on est dans la fumée complète, on peut pas mettre un mec là-haut au manuel. Non, hors de question. On a pris un coup de chaud cet après-midi, non. Il marche plus. On est dans une piste, c'est Pinède à droite, Pinède à gauche. Il est beaucoup trop virulent pour aller le chercher maintenant. On envoie les mecs au casse-pipe. Très bien, maintenant on dégage. Le chef de groupe prend sa décision. On ne joue pas les héros s'il n'y a pas une très bonne raison pour ça. Il n'y a pas d'habitation, on va pas prendre des risques. Par contre, là, de toute façon, il a tout brûlé le feu. Là, il est en train de brûler sur le flanc gauche, il est en train de s'élargir. Le problème, c'est que même nous, avec les canons, maintenant, le flanc gauche, il est trop loin pour nous, on ne peut pas rentrer pour aller le chercher. Donc, on va faire demi-tour, on va se rendre utile dans un endroit accessible. Et on va, si possible, essayer de régler ce problème du canon. Donc demi-tour dès que tu peux. Non, tu n'as pas d'air de retournement. Ce qu'on va faire, laisse-moi 2 minutes, je vais te trouver une aire. Je veux qu'on évite de crever un peu ici. On va dans la gueule du loup si on descend un peu plus bas là. C'est pas possible. Oh, tu me suis? Tu fais gaffe juste à ça, regarde. Le groupe suit la procédure habituelle. Il va signaler sa disponibilité et demander une nouvelle mission. Et ça ne manque pas. Aujourd'hui, 8 incendies ont éclaté dans les Bouches-du-Rhône, plus ceux des départements voisins. Sur un feu comme celui-là, tout ce que nous avions comme avion aurait été le maximum de toute manière que nous aurions eu. Nous avions d'autres départs de feu en plus, donc ça consommait énormément de potentiel, avec un feu dans un site industriel à Fos-sur-Mer qui avait une particularité des produits... Soudain, les flammes font irruption face à la caserne. C'est quoi ça? Fais-moi appeler le fourgon de Aix, c'est pour eux ça. Excellente occasion pour remotiver tout le monde et rappeler aux pompiers qu'ils savent éteindre un feu même sans les moyens aériens. C'est la nuit souvent qu'on arrive à éteindre les feux. Et c'est là où justement l'engagement des sapeurs-pompiers est le plus important parce qu'on a déjà lutté tout l'après-midi. Généralement, puisque les feux partent entre 11 h et 14 h, on aura dû faire de gros efforts physiques. Et généralement, la nuit, on va redemander une deuxième séquence. SO 13 de police 13, parlez. Je suis au centre de secours. Le feu arrive sur le centre de secours. Le feu arrive sur le centre de secours. Donc vous voyez avec l'ensemble des chefs de secteur, il faut me dégager rapidement 1 à 2 groupes pour se mettre sur le centre de secours. Alors que la bataille fait rage pour dévier le feu et protéger la caserne, une balise de détresse retentit sur toutes les fréquences radio. Quelque part dans la colline, des pompiers sont pris dans le brasier. Immédiatement, une voiture et un camion sont envoyés à leur recherche pour les récupérer ou au moins les défendre. Là, je peux plus rien faire. Je peux rien faire. On a un bloc là, on peut pas, on est au max. On plie ici, ouais. On n'est pas efficace. Qu'il arrive de Lancelot. Les liaisons radio passent mal dans les collines. Et noyés dans la fumée, des collègues pourraient brûler à quelques mètres des secours. Alors il est vital de toujours savoir qui travaille et où. Je veux très vite avoir des nouvelles du GI1 au bagne, très vite. Enfin, soulagement, l'équipage manquant se manifeste à la radio. Cos-Rognac, chef de groupe au bagne. C'est pour faire partir la civile qui met en protection. Les 3 CTF et moi-même sommes intacts, indemnes. Nous laissons porter bien le feu et dès que la visibilité
sera acceptable. Nous essayons de ressortir de la piste reçue par les... Bien joué, Mino. Protège-moi tout le monde et ressortez de là. À tous les groupes, vous m'engagez personne dans ce massif. On défend les maisons. On va pas les chercher, on s'en fout des arbres. On en a assez brûlé là-dedans. L'équipe de sauvetage s'ouvre un passage au canon à eau et progresse laborieusement vers le CCF, le camion citerne-feu qui est en difficulté. Mais ça a chauffé, hein, sur le côté droit, sur le côté gauche. Là, si tu perds ton calme, je pense que c'est là où tu t'envoies dans la panade. Quand on est arrivé en bas de la piste, à l'entrée de la piste, on s'est remis dans le sens. Et moi, je suis remonté en balayant avec le canon. Tu vois, comme ça, là. Ça nous a aidé dans une tranche de la piste, ça nous a aidé à sortir. Voilà. La VL, elle était au-devant des deux CCF, donc je ne pouvais pas y aller parce qu'elle était en pleine fumée avec les braises et tout. Et moi, j'avais regroupé tout le personnel entre les deux CCF. Entre celui qui a déclenché la balise, qui était à une vingtaine de mètres de nous, et le CCF qui était en deuxième position. Donc, on a attendu que le feu y passe et que la fumée elle baisse d'intensité. On avait 2 heures de retournement. Le problème, c'est qu'avec la visibilité réduite, c'est compliqué. On n'y voyait rien. Encore une fois, le groupe échappe à la catastrophe. La fumée leur masque un ravin qu'ils évitent de peu, mais ils parviennent finalement à s'extraire du brasier. Plus de peur que de mal. Mais le colonel Allione va rappeler très clairement quelles sont les priorités et les règles de sécurité. Codis 13 de l'Anselmo 13 de Cosroniac. À tous les moyens qu'on engage, on n'engage personne dans ce putain de massif. On fait de la défense de points sensibles uniquement. On défend les maisons. On va pas les chercher, on s'en fout des arbres. On en a assez brûlé là-dedans. J'ai eu un au bagne. Je comprends ce que tu as fait. C'est très bien, mais tu me récupères tout le monde. On va pas les chercher maintenant. Message bien reçu dans ce votre. Je répétais depuis quelques semaines, les arbres repoussent. Indiquez-le au personnel. Voilà, s'il y a de l'engagement nécessaire, utile à faire pour sauver des gens, pour faire des sauvetages, ok, on s'engage, on va au bout de nos limites. Par contre, pour quelques armes, je suis désolé. Moi, je veux ramener tout le monde à la maison. À la caserne des PN Mirabeau, l'équipe médicale traite les pompiers intoxiqués par le CO, le monoxyde de carbone. Le CO est un gaz qui peut causer confusion mentale, faiblesse, voire une perte de conscience au milieu des flammes ou au volant d'un camion. Les collègues, les 3/4 du groupe est à l'hôpital, dans les divers hôpitaux de Marseille, pour faire des gazométries et rester sous oxygène. On est tous à 14 de CO en fait. On a avalé la fumée pendant 1 heure. 14, le taux c'est 0 normalement. On ne pouvait pas bouger, on était bloqués. Donc on a avalé. Mais putain, les minots au chapeau parce qu'il n'y a pas un qui a paniqué, tout le monde a écouté, tout le monde est resté à sa place. Là, le colon il a dit qu'il allait donner les consignes pour rentrer à la maison. Parce que de toute façon, la moitié du groupe est à l'hôpital et nous, on est là, mais pas en bon état. Donc, Un dernier salut aux collègues et c'est parti pour une nuit sous oxygène en sécurité à l'hôpital. Le monoxyde de carbone se fixe sur les globules rouges à la place de l'oxygène. À forte dose, il entraîne le coma, puis la mort. Dans un incendie, c'est le danger principal, avant même les flammes. Je pense qu'on a eu globalement 2 pathologies, les brûlures oculaires avec pas mal de suie, et puis les intoxications au CO avec certaines qui étaient assez sévères et qui témoignent de la violence du feu là. Et là, il y a ceux qui reviennent maintenant pour se faire contrôler, puisqu'on leur a dit de revenir s'il y avait quelque chose qui n'allait pas et qui reviennent. Je pense que le message est passé auprès des personnels là. 3, ah ben voilà, on t'a guéri. Nous avons eu de la chance. Nous n'avons à ce stade pas encore de blessés graves sur notre chantier. Nous n'avons pas à déplorer non plus de victimes civiles. Et ça, ce sont des vrais enjeux. Pour le moment, pas de victimes dans les Bouches-du-Rhône. Mais dans un département voisin, un jeune pompier de 24 ans brûlé dans un incendie va décéder. Il est 3h30 du matin. L'incendie dure depuis 12 heures. Au PC Terrain, le colonel Allione prépare le coup final. Dans le camion cartographie, un outil unique en France, toutes les données convergent pour offrir aux officiers et au pouvoir public des cartes tactiques en temps réel pour leur permettre de prendre leurs décisions. Il s'agit, sur des feux comme cela, d'attendre le moment opportun pour mettre ce que l'on appelle en face des verrous. Le verrou, c'est lorsqu'on a suffisamment de capacité hydraulique pour lui faire face et faire en sorte de lui mettre le coup d'arrêt. Et c'est ça le véritable verrou. C'est le bon moment. Le vent diminue légèrement et le feu a ralenti sa progression. Mais il n'est plus qu'à 800 mètres de Marseille. On est au sud de Penne, là, à l'ouest de Cadonneau. Le front de flamme est descendu en limite des quartiers nord de Marseille. La tactique du colonel est alors de taper sur tous les fronts de l'incendie pour casser son avance.
quitte à revenir sur ce qui n'est pas parfaitement éteint. Les troupes, bien qu'elles aient passé 12 heures sur le terrain ou à rouler pour venir, vont encore devoir donner un gros coup de collier. Les habitations sont directement menacées. Je ne sais pas s'ils ont été entièrement évacués. Le mot d'ordre, mobilité. On ne s'arrête pas tant que des fronts sont actifs, car avec l'aube, le vent va remonter. Tous les moyens qui tapent, ils se redisposent immédiatement. On ne campe pas sur les positions. On fait de la dynamique. Enfin, l'acharnement des pompiers a fini par payer. Malgré un émiettement, le feu a arrêté sa progression. Marseille peut être considérée comme hors de danger. 5h30. Au PC, le colonel Allione fait un point avec les colonnes de renfort et le bataillon des marins-pompiers de Marseille. On réouvre toutes les autoroutes. On réouvre toutes les autoroutes. Ça, il faut le passer. En fait, l'incendie est loin d'être terminé. Avec l'arrivée du jour, la montée des températures et le vent vont relancer la machine infernale. En fait, ils l'ont tenu et les lisières, il faut les traiter parce que sinon elle va se rallumer, il va nous ressauter. Près de la gare d'Aix-TGV, de nombreux foyers résistent et ne demandent qu'à se rallumer. Les enjeux sont importants. La voie SNCF Paris-Marseille est la plus grande zone commerciale d'Europe, plan de campagne. Un poumon économique de la région qui abrite des millions d'euros de marchandises. Sur plan de campagne, on verrouille la D6 jusqu'à plan de campagne. Par contre, sur la partie plan de campagne, la D6, vous la laissez ouverte puisque ça vous permet de laisser alimenter le plan de campagne normalement en termes commercial, etc. 6 heures. Les camions feu doivent rester patrouillés dans les zones urbaines pour protéger les maisons et les Canadair ne peuvent pas encore décoller. Alors le colonel Allione demande l'intervention de la cellule feu tactique. Il s'agit de faire un contre-feu qui va permettre d'entourer très rapidement les zones dangereuses d'une ceinture dans laquelle il n'y aura plus rien à brûler. On a le brûlage dirigé, le brûlage tactique. Je suis assez convaincu de ces modèles-là aussi. Parce qu'il y a des moments où, même dans des milieux très fortement dotés comme le Ziz et Bouches-du-Rhône, on peut être dépassé et utiliser ces moyens-là. Vincent Pastor, expert forestier et cadre feu tactique, coordonne l'opération avec son équipe et des pompiers ardéchois venus en renfort. Oui. Allez, on y va? Ah, puis merci d'avoir fait la route, les gars. Merci beaucoup. On peut aider. Ben, on en a besoin. Nous, c'est vert en ce moment d'Ardèche. Alors, c'est vrai qu'il y a une colonne en Corse, une colonne ici. Ah non, on a pris la foudre. Avec la cellule feu tactique, on l'a doublé. On avait pris plus d'1 kilomètre d'avance sur lui pour allumer. Et quand on est arrivé, c'était trop tard. Ah ouais, il remonte. Le vent va se relever. La chaleur va monter. Je ne sais pas si vous avez compris le travail qu'on a fait. Donc on a un feu qui part à peu près 7-8 km de là, qui en fait encore 5 dans ce sens-là. Ça c'est tout le flanc gauche, qui à la base est inaccessible. On n'a pas d'ouvrage, on n'a rien du tout. Là il y a une grosse poche qui n'a pas brûlé. Une espèce de poche qui a brûlé en dentelle, qui a mal brûlé. Donc on verra si on arrive à allumer, on va essayer de le renvoyer. Et l'objectif était d'aller traiter le point chaud qui est là-bas. Et tu veux le réaligner? Oui, je pense. Il faut le réaligner de suite, en priorité. Si on attend un peu trop, ça va plus le faire. Bon, il faut le faire vite alors. 33 du cadre feu tactique. Oui, parlez pour 33. 33, est-ce que tu peux me faire glisser le CCF que tu as au niveau des bulles? On va faire un petit allumage s'il peut nous sécuriser. Aussitôt allumé, le feu est gardé sous le contrôle d'un camion feu de forêt. Un brûlage dirigé, ça ne se quitte pas des yeux. Et le feu se tient tranquille. L'ensemble du personnel feu tactique, surveillance des sautes. Le COS, lui, sa problématique, c'est le feu qui va arriver aux maisons. Il a des groupes urbains à gérer, des maisons à protéger, probablement des évacuations et tout un tas de choses comme ça. Et la cellule feu tactique, vous l'avez vu, c'est 5 allumeurs, éventuellement un groupe. Avec un groupe, on peut tenir jusqu'à 1 km, 1,5 km d'allumage. Et avec ça, nous, on va l'aider à tenir la totalité de son flanc droit. Nous, on l'allume et on renvoie le feu dessus. Quand c'est possible, Vincent essaye de préserver les jeunes arbres. Juste au pied, stop. Voilà, tu fais un point au pied, on va essayer de le garder. C'est une activité quand même qui reste relativement physique. Une fois que vous êtes lancé avec une équipe feu tactique,
mais sachez qu'il faut bien penser à s'hydrater, il faut bien penser... Ça peut durer dans le temps, ça peut durer 2 heures, 3 heures. Le cadre de cette opération se fait exclusivement avec l'autorisation du directeur et avec des gens qui sont formés et habilités à le faire. C'est pas n'importe qui s'improvise cadre feu tactique ou allumeur. Les broussailles sont rapidement détruites, les bulldozers prennent le relais et finissent de nettoyer la zone. Il est 8 heures. Après 17 longues heures de bataille, le feu est officiellement arrêté. Après le colonel Allione, c'est maintenant au tour du commandant Michel Maufroy de prendre le commandement des opérations de secours. Il doit empêcher que le feu ne se rallume. Il va faire le tour du chantier et rencontrer personnellement tous les chefs de secteur pour avoir une idée claire de la situation. Sa première visite matinale sera pour Fabrice Mossé, qui doit bientôt redécoller sur l'avion Horus 13. On va faire le tour du secteur, je vais te montrer les points chauds. Il y a un habitat diffus, mais dans des vallons hyper encaissés. On se demande déjà comment les gens ils ont réussi à construire leur maison. Et ils se sont pris le feu, mais complet. Et là, on a eu des maisons qui ont brûlé. Et puis, je veux dire, pour y aller, ça aurait été un peu dangereux. Michel et Fabrice tirent déjà les premières leçons. Un nouveau tissu urbain, nouveau style d'incendie et nouvelle méthode de lutte. Quand tu regardes la carte, ce que tu vois, c'est que tu as déjà un gros mitage qui ne nous aide pas spécialement. On va devoir réagir différemment et travailler d'une manière différente pour combattre ces feux au plus près de la population. Le feu de Rognac a prouvé une chose. La prévention du feu de forêt appelle la participation active des habitants. Le feu de forêt ne peut pas être classé au titre des catastrophes naturelles, donc il ne peut pas y avoir un arrêté à ce niveau-là, d'où l'importance de bien réaliser son débroussaillement de manière réglementaire pour avoir une bonne indemnisation de la part de son assureur. C'est-à-dire enlever toutes les matières combustibles à proximité de la maison, pour éviter que la maison brûle, pour éviter de propager le feu de maison en maison. L'heure du bilan arrive. Une école, un lycée professionnel qui venait d'être construit, un restaurant, une concession automobile de camions, des véhicules, 35 maisons. Des millions d'euros, une nature défigurée et des familles ruinées. Certains pensaient financer leur retraite en louant une maison sur leur terrain. Le projet, il n'existe plus. En bas, là, c'était une grande véranda, en fait. Et derrière, il y a une cuisine, une chambre, une salle de bain. Donc on va partir sur un autre projet. On va embellir notre maison. Et peut-être que celle-là, on ne la reconstruira pas. De toute façon, tout ce qu'on a perdu, on ne le retrouvera plus. Hein. Voilà ce qui reste d'une vie, quoi. C'est... Pas d'une vie, d'une portion seulement. Donc après, vous allez continuer une autre vie. Je crois que la meilleure façon de pouvoir continuer, c'est de ne pas penser à ce qui s'est passé, mais à ce qui va se passer. Ce que sera votre vie future. Sur le feu de Rognac, la pression se relâche. Alors il faut bien libérer les premières colonnes de renfort, notamment celles qui viennent de départements eux aussi exposés au feu. Charles-Rognac de Cos, on va désengager la colonne du Var et progressivement Île-de-France et Serra. Non mais là on est pas mal. Non, on est bien là. Regarde, ce qu'il faut, c'est mettre ces 5 là, celui-là, et puis véhicule rangé opérationnel. Donc rentrez bien. Merci pour le coup de main. Rien, c'est normal. Je ne dis pas à bientôt, mais vu les conditions. C'est un titre de revanche. C'est ça, c'est la belle. Avant de redécoller sur Horus 13, Fabrice Mossé reçoit la visite du lieutenant Robert Mugeli, son vieux compagnon d'armes, qui a passé une nuit plutôt agitée dans les falaises sur le flanc droit. Ça serait intéressant de savoir si on a bien bossé. Le feu de Rognac est fixé, mais il reste à éteindre méticuleusement chaque foyer résiduel. Bonjour. Tout se passe à l'intérieur. C'est une Pratt & Whitney, c'est fabriqué par des Canadiens. 675 chevaux. Fiable? Très fiable. Beaucoup plus fiable que les moteurs à piston. Si tu voulais un moteur à piston, il faudrait tripler le poids. On va garder la turbine alors. Le seul problème de la turbine, c'est son prix. Un moteur comme ça, c'est 250 000 €.
bon, Robert? À tout à l'heure? Bon vol. Tu me diras si on a bien travaillé. Ouais, je n'y manquerai point. Surtout si tu n'as pas très bien travaillé. Fabrice redécolle sur Horus. Leur mission, surveiller tout le territoire ravagé par le feu, avec bien sûr un regard particulier pour le secteur de son copain Robert. Chaque braise qui couvre sous l'humus peut déclencher un nouvel incendie. Et les reprises ne vont pas manquer. Donc là, notre mission aujourd'hui, elle consiste, à la suite de l'incendie d'hier et de cette nuit, de faire le tour du feu et à la fois évaluer la surface qui a été brûlée, les points chauds qui sont sur les lisières, les enjeux qui pourraient y avoir encore actifs. Dans une propriété, une colonne de fumée attire leur attention. C'est un feu, ça? Pardon? C'est pas le mec qui fait un feu, hein. Alors là, s'ils font le barbecue, je pense qu'ils vont faire cuire pas mal de côtelettes, hein, avant de se les faire arranger eux-mêmes, les côtelettes. Non, c'est certainement une reprise parce qu'on était, par rapport au contour de feu, on est même dedans. Hein. Avec Cody, Horus 13, on vous signale une reprise dans un espace forestier assez dense. Oui, bien reçu, on est en train de faire le nécessaire. Fabrice Mosset poursuit sa mission, guidé par la caméra thermique d'Horus 13. Chaque fois qu'il repère un point chaud, une équipe au sol est envoyée. Ça arrive. Une fumée s'élève du fond d'un ravin abrupt. C'est l'occasion pour les équipiers débutants de s'entraîner dur avec l'aide des anciens. Alors fais attention parce qu'il y a du retardant partout et il y a des projections dans les yeux, ça pique. Hein. Un peu plus de 100 mètres, il y a 200 mètres, mais pas plus, cet été-là, regarde. Vas-y, établis-le. Ah, je l'éteins là-bas? Ouais, ça on se fait une réserve. Et on a la place pour pouvoir cheminer après. Chérie, sur le versant opposé là, du ballon, là, tu vois pas de la fumée, on dirait qu'il y a un peu de fumée là qui remonte. Allez, Bré, pour toi. Fais-toi plaisir. Allez, non, mets tes lunettes parce que tu vas prendre les projections dans la figure. Oh, il y a des flammes, de face. Attention. Allez, John, ça. Il faut porter une attention particulière au noyage parce que ça peut partir en dessous dans la strate du bus. Et il faut vraiment travailler à la lance et au jet bâton le sol pour éviter qu'après ça puisse se briser et que ça ressorte le lendemain au moindre coup de vent ou qu'avec la chaleur qui s'accumule, ça pète. Vous irez remplacer un peu les filles après? Pour être à l'aise face aux flammes le jour J, il faut déjà dominer le matériel et la technique. Ouais, parce que là, regarde, on a mouillé tout à l'heure là. Et ça continue encore. Ce ravin est difficile d'accès. Alors pour éviter d'y revenir, les pompiers utilisent un agent moussant qui va maintenir une pellicule humide et étouffer les reprises pendant plusieurs heures. Heureusement qu'on est là pour forcer. Venez par la droite, c'est moins un truc là. Juste au-dessus du ravin, Michel vient voir le site du lieutenant Mugeli. Bon, Nico, attends, tourne-le le tuyau comme il est raccord en bas. Robert Mugeli est un spécialiste des interventions sur les terrains escarpés, inaccessibles aux camions. Il y a de belles excavations, des trucs de 6-7 mètres. Là. On a sauté pour venir sur la VLTT, on l'a laissé là-haut. On a sauté pour venir sur les rochers. Là. Il y a des petites cimentes là. Il fait partie d'une unité d'élite, le DIH, composée de pompiers ultra motivés, capables d'établir plusieurs kilomètres de tuyaux pour alimenter leur lance à incendie. Le DIH peut se projeter dans n'importe quel endroit, à pied ou en hélicoptère. On les envoie éteindre des foyers sur des collines abruptes ou autres lieux totalement impossibles. Coup de chance pour Michel, il n'aura pas besoin de faire de l'escalade. Robert et son DIH terminent leur mission. Ça va, Cos? Bien. Chef, quand je suis arrivé, mais c'est impénétrable. Hein. Tu mettais un sanglier, il s'y perdait. On a quelques-uns à être tombés là, on s'est explosé. Ah, là, ça a chauffé là. Là, il faisait pas bon y être. Là, ça a charbonné. Là. Je pense que les températures, elles étaient bien là. La roche est complètement éclatée. Robert et son équipe ont arrosé 3 fois les lisières du feu. Et pourtant, à contre-jour, une petite fumée attire son attention. Malgré leurs soins, il reste encore des points chauds. Ah, j'ai trouvé. Je vais faire le tour. C'est là.
Une fois tous les 10 ans, un feu se produit. Un feu monstrueux qui nous dépasse. On ne peut pas l'arrêter. On ne peut que l'accompagner pour protéger les gens et leurs maisons et l'étouffer progressivement. Allumer un incendie n'a rien d'une œuvre ou d'un acte politique. C'est seulement un geste lâche et assez facile. En l'espèce, celui-ci était simplement dû à une imprudence. Simplement dû à la négligence impardonnable d'un homme qui s'est cru au-dessus des lois de la physique. Le feu de Rognac va marquer un tournant dans la lutte contre le feu. Ébranlera-t-il un certain laisser-aller en matière d'urbanisation? Michel, Robert et tous les autres vont passer 2 semaines à empêcher les braises de se rallumer. Mais nous ne sommes que le 11 août. Il leur reste encore un bon mois à tenir avec des incendiaires compulsifs, des jeteurs de mégots décérébrés et autres amis de la nature.